Bonjour à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour avoir la note maximale en MathEDEC et notamment réussir la partie du problème. Le problème, c'est une étape, je dirais, ou plutôt un exercice qui est assez complexe, notamment en MathEDEC, puisque elle arrive en fin de sujet, premièrement, et deuxièmement, elle est toujours un petit peu redoutée parce que soit on va traiter de probabilité, ou alors on va avoir des questions qui sont à la marge du programme, ou alors très complexes. L'objectif ici, c'est justement de vous plonger dans les conditions réelles de l'examen, de vous montrer de mon côté comment j'avais réussi à avoir 20 sur 20 en MathEDEC et notamment réussissant quasi intégralement cette partie du problème. Une vidéo avait déjà été tournée pour avoir 20 sur 20 en maths écrit comme où j'analysais le sujet que j'avais eu en 2019. Il y avait d'ailleurs la correction du correcteur directement sur le papier. La vidéo se trouve juste ici et franchement c'est une mine d'or pour travailler un petit peu les annales de maths. Donc là vous allez avoir directement le sujet qui va apparaître à l'écran. Vous allez également avoir ma copie et la correction officielle. Tous les éléments vous seront mis également en description de la vidéo. Je vous invite à aller le voir et surtout à faire l'anal directement avec moi. Donc c'était à l'époque ECE, c'est aujourd'hui maths appliquée, mais c'est aussi intéressant pour les étudiants en maths approfondie de faire cet exercice-là parce que c'est des éléments qui sont assez similaires et communs aux deux programmes de prépa ECG. Tout de suite, on voit le problème donc qui s'affiche à l'écran, donc qui était un problème assez dense. Donc ici on a une première partie où on va étudier quelques propriétés d'une variable aléatoire. On va ensuite avoir pas mal d'éléments ici donc liés aux fonctions. Là on va avoir notamment des probas conditionnels qui arrivent juste ici, notamment la question 5. On va ensuite effectuer une simulation de x, puis après une estimation de paramètres sur cette partie 3 avec bien-aimé Tchebychev. Donc là je pense que beaucoup ont squeeze complètement cette question 9 et c'est justement dans ces questions là qu'il faut aller chercher. C'est des questions qui sont très discriminantes certes, mais très rémunératrice. C'est comme le Python en prépa, et ben voilà, on n'a pas envie de faire de l'informatique et pourtant ces questions de Python qui sont à la fin sont parfois très rémunératrices. Donc c'est ce qu'on va voir justement dans ce sujet. Et pareil ici pour disclaimer un petit peu, ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas parce que le problème est en fin de sujet qu'il ne faut pas faire le problème. Personnellement, et vous avez donc ma copie ici, j'avais donc entamé ce problème en page 9, c'était le deuxième exercice que j'avais traité ici en MathEDEC. Donc là désolé pour l'écriture qui est pas la plus exceptionnelle. J'avais écrit combien à cette époque-là, 32 pages. Donc c'est quand même assez conséquent et moi j'avais une stratégie d'écrire vite, mais bien évidemment il faut bien écrire. Quand je dis bien écrire, c'est-à-dire avoir vraiment ne pas hésiter à développer, à exposer tous les éléments parce qu'on est noté notamment sur la rigueur, la rédaction. C'est un élément clé ici pour l'épreuve de maths. Donc là on va avoir donc la partie donc du problème ici avec ici donc θ donc qui est un réel. Ici on a une fonction f assez classique. Est-ce que f peut être considéré comme une densité? Donc là on doit utiliser les trois éléments qui montrent que f est une densité et derrière on sait que c'est une densité parce que f est sa fonction de répartition, c'est noté grand F ici dans l'exercice. Donc là qu'est-ce qu'on avait fait directement? Donc là montrer la continuité, donc là on est ok sauf peut-être en nombre de points, en l'occurrence ici 1, donc là on est ok. S'assurer de la convergence, on est bon ici, donc là c'est bien respecté. Ensuite on pose IA ici donc de 1 à A pour ensuite tendre A vers plus l'infini et donc on en déduit par somme ici. Donc là on voit que il y avait des petites ratures et c'était pas agréable, ou même là il y avait du Blanco je pense, un correcteur qui avait été utilisé, mais derrière voilà c'est quand même ça fait ressortir et on souligne bien entendu ici que f peut être considéré comme une densité de probabilité lorsqu'on se met sur la correction officielle que vous voyez actuellement à l'écran. Voilà, f est positive, f est continue sauf peut-être en 1, on est complètement en phase et ici on a la convergence ici en 1, donc tout est bon là-dessus. F peut être considéré comme une variable aléatoire, donc ça nous met bien ici de faire cette petite question qui est encore une fois ici assez classique. Montrer ensuite question 2 que x possède une espérance et une variance qu'il convient de les déterminer. Donc si on nous demande de les déterminer, forcément c'est qu'elles existent. Donc ici il faut bien avoir cette rigueur là en notation pour montrer en fait les concepts mathématiques qu'il faut pour savoir pourquoi calculer une espérance, pourquoi calculer une variance, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable. Donc ça fait partie de votre cours. Je vous pose également la question, mais encore une fois ici pas de problème majeur. X admet une espérance si et seulement si l'intégrale donc de xf de x qui va de moins l'infini à plus l'infini est absolument convergente. Donc ici il faut bien assurer cette continuité. Donc là f est continue
par morceau et elle est nulle ici, donc il n'y a pas de problème, on l'a déjà vu avant parce que f de x est nul, donc xf de x sera nécessairement nul, il n'y a pas de problème. Ensuite ici on pose b parce que tout à l'heure on a posé IA, donc montrer ici au correcteur voilà qu'on est à l'aise, bien dire voilà que b est un réel compris entre 1 plus l'infini, rien de très contraignant là-dessus, pour ensuite avoir que on a x f de x, l'intégrale de xf de x de moins l'infini plus l'infini qui est absolument convergente, et derrière ici on a le calcul qui est lorsque b tend vers plus l'infini, en l'occurrence ici ça fait moins 1 sur θ moins 1, ou alors 1 sur 1 moins θ, il me semble que la correction officielle l'a eu en ce sens, donc exactement la même rédaction ici, donc là on est complètement en phase et aligné avec la correction, et ensuite donc là voilà, nous on a moins 1 sur θ moins 1, ici c'est l'inverse, mais encore une fois c'est exactement la même chose, et encore une fois ici on souligne le résultat, on le met en exergue. Ensuite il convient donc de montrer que x admet un moment d'ordre 2 comme on le voit ici. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser pour calculer la variance la formule de Koenig-Huygens, donc e de x carré moins e de x le tout au carré, donc pour montrer justement ce e de x carré qui fait partie de la première partie de la formule de Koenig-Huygens, il convient donc de montrer que x carré f de x, l'intégrale qui va de moins l'infini à plus l'infini, est absolument convergente, et ensuite on va calculer ça. Moi je me rappelle, j'aimais beaucoup les calculs de fonctions, en l'occurrence ici c'est le cas, même si on parle de proba, et donc j'adorais ça, ça me mettait vraiment en confiance, donc c'est aussi intéressant ici de commencer l'épreuve par un exercice qui vous met en confiance et capitaliser sur vos points forts. Il faut pas perdre de temps sur des éléments voilà peut-être calculatoires si derrière vous êtes moins à l'aise sur ces éléments là. Moi au contraire ça permettait un petit peu de faire marcher la machine comme je dirais. Donc là on pose IC, donc une autre intégrale donc ici. Ensuite donc là on va donc ensuite calculer IC, on va effectuer la limite de IC. Donc là on est bon, on a réussi à montrer l'absolue convergence, et ensuite on a calculé le fait que e de x carré était égal à ça, on applique la formule de Koenig-Huygens et ensuite ça nous donne ça. Je suis pas convaincu, et je pense que c'est peut-être une des seules erreurs que j'ai fait lors du problème, lors de ce résultat, parce que la correction officielle nous donne quelque chose qui est un petit peu différent. Donc là on voit que le e de x carré, finalement on a quelque chose qui est un petit peu similaire, si on enlève le moins je pense que c'est ok là-dessus. Maintenant sur la formule globale on n'a pas nécessairement la même chose, parce que ici on a des éléments qui sont un petit peu différents que ce que nous présente la correction officielle qu'on voit ici, donc c'est pas exclu ici qu'il y ait eu une faute de calcul, mais encore une fois je pense pas que ce soit très préjudiciable. Si on a réussi à montrer le moment d'ordre 2 que beaucoup peut-être n'ont pas nécessairement fait, que derrière on a appliqué la formule, etc. Si on a fait une faute calculatoire, c'est vraiment, j'ai envie de dire, voilà, on n'aura pas peut-être les 2 points sur les deux, parce que les barèmes sont sur des centaines de points. Peut-être qu'on n'aura pas 2 sur 2, on aura peut-être 1,75 sur 2, 1,5 sur 2. Mais encore une fois, ça permet surtout de montrer au correcteur que voilà, on connaît, on maîtrise, même si on fait des petites erreurs, c'est humain, voilà, c'est quelque chose, c'est une épreuve qui est longue, mais encore une fois, si tout le reste est carré, ça sera on va dire noyé dans la masse. Ensuite donc on a la question 3, déterminer pour tout réel x l'expression de f de x. Donc là ici on a l'information comme quoi f est fonction de répartition, donc ici on doit le faire de x à 0, donc encore une fois ici rien de très compliqué. On applique encore une fois le cours. Ici on voit que notamment pour la segmentation de la fonction de répartition, j'ai utilisé la relation de Schall, donc encore une fois ici ça permet de montrer au correcteur que voilà, je maîtrise mes concepts mathématiques, que je peux scinder une intégrale sur ces éléments-là grâce justement à cette relation de Schall. Donc forcément ça peut qu'être valorisé, ça peut encore une fois minimiser d'autres erreurs qu'on peut faire. Donc ensuite on obtient f de x de la manière suivante, et encore une fois lorsqu'on voit la correction officielle, on est complètement en phase avec ce qui a été obtenu. Donc encore une fois ici c'est complètement ok, cohérent, et ça nous met sur des bons rails que d'avoir quelque chose de cohérent ici. Une question 4a ici, donc on voit que même si on n'est pas à l'aise avec les concepts mathématiques etc, on peut aller chercher quand même pas mal de points sur ces questions-là, parce que c'est des questions calculatoires. Là, c'est clairement des fonctions, même si oui, on applique des probabilités à densité, ça reste complètement à la portée de tous. Ici, pareil, dès qu'on voit que, voilà, montrer que l'équation de la fonction admet une seule et unique solution, etc. Voilà, théorème de la bijection. Même là, je suis diplômé et j'ai fait cette épreuve il y a 5 ans de ça. Je suis encore, voilà, en phase avec ça. Le théorème de la bijection, voilà, ça m'a un petit peu matrixé. Donc ici, encore une fois, pas quelque chose de complexe. C'est vrai que cette question 4a, finalement, si on n'a pas fait la question précédente, donc de calculer f de x, ou alors qu'on a fait une erreur, forcément ça va être problématique. Donc c'est vrai que cette question 4 finalement elle peut être discriminante pour les étudiants qui ont mal fait la question 3 au préalable. Donc ici on a montré que f réalise une bijection, ça il n'y a pas d'éléments trop complexes, et ensuite ici on va résoudre l'équation. Donc on voit voilà ici que c'est calculatoire, il n'y a pas d'éléments spécifiques à préciser ou à commenter, si ce n'est que voilà, lorsque je vais appliquer ici une fonction, ben voilà, si là je fais intervenir la fonction
fonction ln, notamment ici pour cutter l'exponentielle, et ben derrière je vais utiliser la croissance de la fonction logarithme népérien sur son espace, donc ici en l'occurrence un réel positif qui est non nul. Donc voilà, c'est intéressant et il faut le préciser, même si encore une fois on le sait, ça montre au correcteur qu'on est rigoureux et ça forcément c'est valorisé. C'est ça qui fait la différence entre les 19,8 et les 20 sur 20, notamment sur ces épreuves là. Donc ensuite là, pas d'éléments spécifiques. Le θ, ici on le passe de l'autre côté. L'objectif, donc vous l'avez compris, c'est d'avoir que x d'un côté. Donc là x est égal à e de θ ln de 2. En l'occurrence ici c'est égal à 2 exposant θ pour me, mais encore une fois c'est la même chose. Et logiquement dans la correction officielle ici, voilà, me est égal à 2 exposant θ, c'est la même chose. Nous on a juste employé, je dirais, une stratégie un petit peu distincte avec des exponentielles et des logarithmes, mais voilà, c'est intéressant de montrer et de voir que finalement même là on arrive à obtenir des résultats similaires à la correction officielle avec une stratégie, une méthode qui est différente parce qu'on a compris la chose. Donc encore une fois, je pense que là ça peut être que valorisé par le correcteur parce que voilà, on n'a pas forcément suivi, je dirais, le chemin traditionnel, mais on arrive au bon résultat. Et là je me rappelle le jour de l'épreuve que c'était très dur parce qu'en fait on ne sait pas si clairement on est bon ou pas bon, et je me rappelle encore de la sensation que j'avais parce que je crois que c'était à la 4C ou sur celle-là où je me suis dit purée, j'ai compris en fait que j'avais eu la bonne chose. Donc vous allez comprendre la logique. Donc là montré ici, donc cette inégalité finalement, enfin cette comparaison. Donc là c'est encore une fois du calculatoire. Ici on va poser une fonction g de x, en tout cas c'était la stratégie que j'avais employée ici. Voilà, je fais mes éléments classiques. Ln de 2 est environ égal à 0,69, on le reprécise encore une fois parce qu'on voit que ça va complètement nous être utile là dans cette logique de comparaison, encore une fois. Tac, ensuite on va passer donc à la page suivante pour avoir finalement ici la fonction g de x qu'on retrouve, et par le jeu finalement des résultats on a 2 exposant x, facteur de 1 moins x qui est inférieur ou égal à 1. Donc là encore une fois c'est une méthode assez traditionnelle. La correction officielle était passée par quoi de son côté? Elle avait posé h de x, c'était pas g malheureusement, c'était h, mais elle avait donc fait une stratégie qui était complètement similaire. Ça encore une fois c'est la méthode classique traditionnelle de comparaison finalement ici sur cet espace 0, 1 demi. Et ensuite c'est là où je me rappelle, voilà, c'était cette question C ici, comparer e de x et me. Et donc là cette question elle est difficile parce que pour ça il faut avoir fait la 4A, pour ça il faut avoir préalablement fait la question 2 et il ne faut pas avoir fait d'erreur de calcul. Et c'est là où je me suis dit waouh, c'est ici que je vais voir si je me suis complètement planté ou si au contraire ce que j'ai fait c'est bien et cohérent. Et là je me rappelle que j'ai été hyper content parce que je me suis rendu compte clairement que oui, c'est bon, j'avais bien capté le truc et que j'avais quelque chose de cohérent. Donc là ici on a e de x qui était égal à ça, donc 1 sur 1 moins θ, ou alors cet élément là que j'avais trouvé, que 2 exposant θ c'était égal à ça que j'avais trouvé à me, et donc finalement on a bien cette inégalité comme quoi me est inférieur ou égal à e de x. Et là quel soulagement, et justement il fallait bien se servir de cette question 4b et de voir en fait que là ok, on retombe un petit peu je dirais sur nos appuis et qu'en fait il fallait juste mettre ce facteur là de 1 moins x ici et en fait remplacer x par θ tout simplement. C'est ce qu'on a fait, on a posé θ est égal à x pour avoir finalement ce résultat. Et là je me rappelle encore une fois de la saveur que j'avais de me dire yes, j'ai compris, j'ai trouvé, c'était hyper cool. Donc là encore une fois il faut se resservir de tout ce qu'on a fait avant, donc 4b, 4a et question 2. Donc là c'était assez intéressant et important. On passe ensuite donc à cette question 5, soit un réel supérieur ou égal à 1 et b un réel strictement positif. Donc là ici c'est de la proba conditionnelle, donc il faut ici bien maîtriser ces formules de proba conditionnelle, bien dire également qu'on utilise les probabilités conditionnelles. Donc là ici on se met en confiance, on écrit les éléments qui nous ont été donnés, la formule des probas conditionnels nous donne cet élément là, on est ok, on précise ici que p de x supérieur à a est strictement supérieur à 0 parce qu'on l'a mis ici. Voilà, c'est juste encore une fois bien rappeler les éléments de la notation qui sont vraiment importants. Une proba ne peut pas être négative encore une fois, mais c'est toujours bien de le rappeler et ça montre au correcteur encore une fois voilà qu'on est rigoureux même dans un concours. Ensuite ici c'est assez calculatoire finalement, où l'idée c'est de retrouver des concepts mathématiques, des éléments mathématiques par rapport à cette formule là pour après derrière pouvoir, donc là voilà j'ai complètement barré cette page là, ok, et j'avais continué ici, je crois que j'avais zappé de tourner la feuille, ça arrive, mais dans ce cas là faut bien mettre une rature parce que si le correcteur il se dit ah ok en fait il a fini là-dessus, c'est un peu problématique. D'où la pagination aussi, la pagination sert à ça, ne pas oublier des pages qu'on a non notées ou sur lesquelles on n'a pas rédigé. Donc ici on remplace les résultats qu'on a obtenus et finalement on retombe ici sur nos appuis, j'ai envie de dire, avec le résultat qui était demandé. Donc là encore une fois
c'est calculatoire. Il faut connaître forcément ici sa formule des probas conditionnels, donc à ne pas négliger, parce qu'en l'occurrence ici, sans ça, on n'aurait pas pu trouver le résultat final. Donc encore une fois ici, voilà, par définition d'une probabilité conditionnelle, on obtient ça. On précise ici que B est strictement positif. Ah, ils n'ont pas précisé que A était strictement positif ici. Ok, c'est quand même intéressant, je pense, à mon sens, de le repréciser. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, c'est juste cet aspect rédaction, rigueur qu'il faut avoir et essayer d'avoir lorsqu'on s'entraîne sur les annales. Donc 5A, le résultat, quoi qu'il arrive, nous était donné. Donc il n'y a pas, j'ai envie de dire, d'éléments perturbateurs à ce niveau. On est tout bon. Et enfin, on a donc cette question 5B qui nous dit déterminer la limite de cette quantité, et donc de ce résultat, lorsque A tend vers plus l'infini, interpréter cette dernière valeur si l'on admet que la variable aléatoire X représente la durée de vie d'un certain appareil. Donc là, même si cette deuxième partie elle paraît un peu abstrait ou j'en sais rien, on a du mal, cette première partie elle est quand même faisable par tout le monde. Ici il faut juste tendre A vers plus l'infini. Donc là c'est assez simple, j'ai envie de dire. On met cet élément là, donc là j'avais utilisé exponentiel logarithme ici pour on va dire retomber sur des choses simples, donc par composer la limite de cet élément là tend vers 0, on sait que E de 0 tend vers 1, donc derrière j'avais réussi à trouver cet élément là et j'ai l'impression que j'avais pas fait j'avais pas interprété le résultat, j'avais pas trop compris je crois à ce moment là, j'ai toujours pas compris je vous rassure, mais ça permettait en tout cas au moins de montrer au correcteur clairement que je maîtrise le sujet, j'ai compris que même si je fais pas tout, je fais qu'une partie et je vais aller chercher des points, il faut glaner les points lorsqu'il faut les prendre. La correction officielle ici nous dit voilà, si X représente une durée de vie d'un certain appareil, ceci signifie que plus l'appareil est ancien, plus les chances de vivre encore plus longtemps sont grandes. Donc traduction réaliste de la limite qui vaut 1. Ok, donc là c'est intéressant, ça montre encore une fois ici qu'on arrive à se projeter encore plus loin. C'était pas mon cas, mais encore une fois on voit que c'est pas non plus préjudiciable de malade. Donc là on s'attaque cette fois-ci à la partie 2, donc la simulation de X. Donc dans cette question 6, on va poser Y qui est égal à ln de X. D'ailleurs on va traiter que cette question 6, A et B. On va pas traiter la question 7 qui porte sur du Scilab, c'était le cas à l'époque, hein. Je suis un ancien, maintenant c'est du Python, donc c'est pas nécessaire de perdre on va dire du temps sur ça. Donc ici la question 6a, pour tout réel x exprimer la fonction donc de répartition g de x à l'aide de la fonction f. Donc ici c'est pas nécessaire finalement d'avoir trouvé les bons résultats au préalable, parce que ici il faut que dans le résultat de grand G de X, on retrouve grand F. Donc ici, tout simplement, si on a Y qui est égal à ln de X, donc derrière, on met ici la fonction de répartition, donc G de X qui est égal à ça. C'est assez simple ici. Ici, on remplace Y par ln de X. Et ensuite, ici, par croissance de la fonction exponentielle, on a G de X qui est égal à donc grand F E de X. Donc ici, pas d'éléments, je dirais, qui sont perturbateurs ou qui peuvent nous empêcher d'échouer là-dessus. La question B, c'est en déduire que Y suit une loi exponentielle dont on précisera le paramètre. Donc le fait d'avoir ici retrouvé un exponentiel, ça nous met forcément sur des bons rails. Et là, je me rappelle que je m'étais lancé dans quelque chose, voilà, mais non, en fait, c'était pas nécessaire. Je m'en suis rendu compte après coup. Donc ici, tout simplement, j'avais exprimé grand G de X ici, et après, j'ai tout simplement exprimé grand G de X pour montrer ici que la fonction de répartition de grand G de X, c'était finalement la fonction de répartition de la loi exponentielle. Et donc là, ici, on a une loi exponentielle de paramètre 1 sur θ dans l'espace qui a été défini. Et ici, donc si on va voir la correction officielle, on a ici la même chose, et on a voilà bien Y qui suit une loi exponentielle de paramètre 1 sur θ. Donc on est bon là-dessus. Là, il y a la correction si jamais pour le Scilab, mais on va squeeze. Ce n'est pas nécessaire ici de faire cette question-là. Passons donc à la partie 3, qui est la partie, je pense, la plus complexe. Celle des estimateurs, c'est un chapitre qui est souvent négligé des préparationnaires, et pourtant on voit que ici, ce sujet et ce problème en particulier, c'est un super bon entraînement pour cette partie des estimateurs. Moi, je pensais pas du tout que ça allait tomber. J'avais fait peut-être 1 ou 2 annales dessus, et pour le coup, j'étais quand même très content de l'avoir fait, parce que derrière, quand j'ai vu les questions, je me suis dit, si j'y arrive, je vais pouvoir prendre pas mal d'avance par rapport aux autres candidats qui peut-être ont un petit peu plus négligé ces chapitres de fin de deuxième année généralement. Donc ici, voilà tous les éléments qui sont énumérés, posés. On va avoir ici donc notre question 8a, justifier que Tn est un estimateur de θ. Ici, c'est du par cœur. J'avais appris par cœur et j'ai recraché par cœur. Tn est un estimateur de θ car Tn est une fonction d'un échantillon de y1, yn ayant la même loi que y, et Tn est indépendant
indépendant de θ. Ici, encore une fois, c'est que de la rédaction par rapport aux éléments qui m'ont été énumérés, rien de plus ici. Donc pareil, cette question 8a, si elle n'a pas été faite, ça montre peut-être que voilà, vous n'avez pas appris la définition, que vous ne connaissez pas les mécanismes ici, et ça peut forcément déplaire au correcteur, bien que ici la notation soit maigre sur cette question 8a. Et on voit ici que sur cette partie 3, à 8a, c'est exactement la même chose. Tn est une fonction de l'échantillon, donc voilà, c'est un estimateur de θ, donc une autre manière, mais encore une fois qui est similaire. Ici, moi, ce que je vous recommande, c'est voilà, d'apprendre par cœur, de comprendre la logique qu'il y a derrière, et ensuite derrière vous enchaînez. On a une question B, donc là, Tn est-il un estimateur sans biais de θ? Donc ici, il faut se rappeler la définition. Ok, qu'est-ce qu'elle me dit la définition? Et qu'est-ce que je dois trouver finalement comme résultat? Donc ici, y, c'est une loi exponentielle de 1 sur θ en termes de paramètres. Donc ici, je vais donner e de y et v de y parce que je les connais. Donc pareil ici, si on n'avait pas identifié avant, forcément, ça peut nous mettre en difficulté si on n'a pas les paramètres de manière précise. Et enfin, donc là, hop, je vais ici donc dire que Tn est un estimateur de θ et on va noter b de Tn son biais. Et l'objectif ici, c'est d'avoir finalement e de Tn moins finalement l'objet de l'estimateur ici, donc de θ, qui est égal à 0. Et si on arrive à montrer que e de Tn est égal finalement ici à θ, derrière on montre que finalement Tn est un estimateur sans biais. Donc ici tout simplement e de Tn qui est égal à ça, linéarité de l'espérance pour placer le 1 sur n de l'autre côté, et enfin derrière on va avoir ici montrer que les yk de 1 à n qui suivent la même loi que y, parce que ça encore une fois c'est l'énoncé, pour montrer finalement ici que on a juste θ qui est présent tout simplement. Donc là c'était pas très complexe, mais encore une fois il fallait bien maîtriser son cours, et on voit ici voilà tout simplement ce qui nous a été dit, que Tn est un estimateur sans biais de θ. Donc on est ok, et ça nous met bien ici. Calculer le risque quadratique, question assez complexe ici quand forcément on n'a pas trop travaillé les estimateurs en tant qu'estimateur de θ, mais en fait vous allez voir que voilà, si vous avez bien travaillé les mécanismes et qu'ici notamment vous faites bien l'anal, franchement il n'y a plus de secret pour vous, et ça c'est un super bon exercice pour vous faire travailler ces sujets là. Donc TL est-il un estimateur convergent de θ? C'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc là ici le risque quadratique, on va travailler ici sur la variance. On a parlé de la variance juste avant ici, donc là voilà, indépendance des variables et transformation affine, on obtient ça. Ici les YK ils suivent la même loi que Y, et donc on arrive à obtenir cette variance là, donc de θ carré sur n, et donc on a notre risque quadratique. Pourquoi? Parce que c'est un estimateur sans biais, c'est exactement ce qu'on vient de dire ici. Tn est un estimateur sans biais de θ, donc en fait la variance de Tn finalement est égale à son risque quadratique. C'est exactement ce qu'on a montré ici. Donc même par exemple si au préalable on n'aurait pas trouvé que Y était une loi exponentielle, qu'on n'aurait donc pas la variance, montrer que le risque quadratique qu'on nomme ici Rθtn est égal à sa variance parce que c'est un estimateur sans biais, ça montre ici que vous connaissez votre cours. Donc ici vous pouvez quand même glaner des points même si vous n'avez pas réussi les questions précédentes, et c'est quand même ça qu'il faut aussi noter dans ce type de sujet. On a ensuite la question 9a, écrire l'inégalité de Bianet-Métier-Bitiev pour la variable Tn. Donc pareil ici, si on a bien appris finalement l'inégalité de Bianet-Métier-Bitiev, le fait de l'écrire pareil va nous permettre de gagner pas mal d'éléments par rapport à d'autres candidats, donc c'est quand même un élément ici qui est important. Donc là, ah oui, j'avais oublié même au préalable, donc Tn est un estimateur convergent de θ, c'est ce qu'il fallait chercher, parce que si n tend vers plus l'infini, finalement on arrive à 0 tout simplement. Donc là voilà, ne pas oublier la deuxième partie de la question, là c'était ok. Donc Tn admet un moment d'ordre 2, faut quand même le repréciser, donc on peut utiliser l'inégalité de Bianet-Métier-Bitiev, et ensuite ici on va composer sur l'inégalité de Bianet-Métier-Bitiev. Donc en remplaçant par les valeurs trouvées antérieurement, on obtient bien cet élément là, donc Vtn on sait à quoi ça vaut, et ensuite il n'y a pas d'élément Etn, voilà ici pareil on l'avait calculé au préalable, enfin on l'avait montré au préalable. Donc on est bon là-dessus, ça nous met sur des bons rails pour attaquer la suite. Donc voilà, c'est pas compliqué. On a notre inégalité de Bianet-Métier-Bitiev pour Tn et on doit retrouver là-dessus. Donc il faut qu'on se débrouille pour faire en sorte de faire matcher cette question B, cette question A, en partant bien évidemment de la question A. Mais j'ai envie de dire, on peut un petit peu voilà, aller plus vite sur certains points, mais montrer quand même qu'on maîtrise. Donc là, par événement contraire, on peut écrire ça. Donc on met 1 moins la probabilité pour changer derrière le signe qui va être présent là, on est tout bon. Là, par croissance des probabilités, on peut écrire cet élément-là, ce qui nous permet de rajouter l'inclusion qu'on voit qui va être présente ici. Donc là, on utilise la croissance des probabilités, on est OK, ce qui nous permet donc d'arriver ensuite sur cet élément-là, bien penser à changer le signe, et ensuite, donc on obtient cette inégalité-là. Finalement, on a juste à modifier ça par le fait que θ appartient à cette inégalité-là. De l'autre côté, on obtient les bons éléments, donc là, ouf,
on est sauvé, donc on est tout bon. Ici c'est calculatoire encore une fois, il faut bien être à l'aise avec les concepts un petit peu mathématiques, et ça c'est même encore une fois ce problème et surtout cette partie 3, moi je vous le redis encore une fois, c'est intéressant de bien travailler dessus parce que ça c'est quelque chose qui peut tomber encore une fois en maths EDEC, ça peut tomber en maths parisienne, ça peut tomber en maths 2, donc c'est un peu moins probable que ça tombe sur du écrit-com, mais pareil ça peut tomber à l'EM. Donc c'est quand même important de bien maîtriser ça. Et enfin cette question, en utilisant le fait que θ est inférieur ou égal à 1/2, déterminer un intervalle de confiance pour θ au niveau de confiance 90% lorsque n est égal à 1000. Et donc ici, là ce qu'on a fait, on se rappelle un petit peu des éléments. Ici il faut qu'on retombe sur ce qu'on a dans l'énoncé par rapport à ce qui nous est posé. Donc ici c'est 1/2, on est bon. On arrive à retomber sur quelque chose ici, le fait que θ voilà, soit inférieur à 1/2 pour faire cette comparaison et on est tout bon. Et ensuite ici, donc on reprend l'énoncé, n est égal à 1000 pour avoir ça. Et après l'objectif donc d'un intervalle de confiance à 90%, c'est donc 9 dixièmes. Et ici, si on met epsilon est égal à 1 sur 20 par exemple, on arrive bien à 9 dixièmes. Donc l'intervalle de confiance ici est bien prouvé. Et il me semble donc que c'est ce qui avait été fait par la correction officielle. Donc là, on est bon. Ici, avec notre epsilon qui est égal à 1 sur 20. Et donc c'est exactement ça, ce qui nous permet donc d'arriver à ça. T1000 moins 0,05, en l'occurrence 1/20 sur cet intervalle de confiance. Il me semble ici que, ah voilà, là par exemple ici, voilà, n est égal à 1000 et ça, donc on est bon. J'avais pas mis T1000, j'avais mis n égale 1000. On est bon, on est en phase. Et ce qui nous permet ici, voilà, de conclure en beauté ce problème. Finalement, ce problème avec probablement aucune erreur ou alors une erreur sur la variance et sur un autre élément qu'on avait vu plus haut. Mais encore une fois, l'idée ici, c'est surtout de vous donner quelques petites billes, de vous montrer un petit peu les éléments qui sont importants pour bien réussir le problème de l'EDEC et surtout garder en tête que cette épreuve du problème de maths EDEC n'est pas obligée d'être faite à la fin et de suivre linéairement l'exercice, mais le faire assez rapidement. Moi, je vous recommande en deuxième exercice ou en troisième exercice. Premièrement, pour des questions de temps. Deuxièmement, pour des questions aussi de voilà, aller chercher des points parce que sur ce problème-là, c'est quelque chose qui effraie beaucoup les candidats. Donc, c'est important. Bonus de cette vidéo, je vais vous partager le rapport de jury parce que oui, vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, il faut vous récompenser. Donc, le rapport de jury, la lecture des rapports de jury, moi, je vous invite vraiment à la faire parce que c'est quelque chose qui est important. Donc là, on voit actuellement à l'écran ici donc le rapport de jury de cette épreuve de maths. Donc là, voilà, avec la description du sujet assez classique, rien de trop spécifique. On voit ici que le problème parlait de cet élément-là. On a des statistiques ici qui sont assez intéressantes. On voit notamment ici la répartition et l'écart type ici qui est présenté. Donc là, 42% des candidats ont eu une note inférieure à 8, dont 21% inférieure à 4. On voit que c'est ici des chiffres qui sont supérieurs aux années précédentes. 38% qui ont eu moins de 8, c'était en 2018, et 17% qui avaient eu moins de 8 là. On voit ici que le noyau dur, pareil, entre 8 et 12, il est égal à 17%, donc c'est moins que l'année précédente encore, et que ceux qui ont eu au-dessus de 16, c'est 22% contre 27% au préalable. Donc on voit ici que cette épreuve-là, elle a quand même donné pas mal de fil à retordre aux candidats qui avaient composé, notamment parce que ici, en fait, voilà, le niveau est très hétérogène et l'impression générale ressentie à la lecture des copies amène à penser que les questions les plus subtiles qui demandent une compréhension fine de la théorie, quel que soit le domaine concerné, échappent à presque tous les candidats. Les meilleurs ont acquis des techniques et des réflexes, mais ne comprennent pas forcément en profondeur ce qu'ils font. Et donc là, c'est intéressant un petit peu voilà, de voir en termes de maturité aussi, qu'est-ce qui en découle. Les copies sont dans l'ensemble bien présentées, bien rédigées, mais il reste des candidats qui rendent pratiquement un brouillon, truffent leurs copies d'abréviations non officielles, proposent des copies sales et raturées. Peut-être qu'ils parlaient de moi à ce moment-là, parfois sans le numéro des questions traitées, faut quand même le faire exprès je pense, ou avec des numéros fantaisistes. Alors là, ouais, c'est quand même un peu bizarre de faire ça parce que derrière, ça a peu agacé les correcteurs et c'est relevé dans ce rapport de jury. Donc là, on voit un petit peu les erreurs qu'il ne faut pas faire. Sur le fond, un nombre non négligeable de candidats reste adepte des réponses floues et du bluff. Il faut savoir que ce type de réponse est sanctionné et que l'absence d'argument ou le manque de précision rend la réponse irrecevable. Et enfin, pour terminer ce paragraphe, il reste toujours un noyau de candidats qui ne peuvent s'empêcher de faire du remplissage au lieu d'argumenter face aux questions dont les résultats est donné. C'est vrai que voilà, si vous avez une réponse qui est donnée, il ne faut pas enfumer, je dirais, les correcteurs. Vous pouvez faire des raccourcis si vous avez un petit peu prouvé, je dirais, au préalable, mais ne surtout pas commencer directement par on admet que ça égale ça, donc on a ça, point. Sinon, ça peut être préjudiciable. Rappelons une fois encore que l'honnêteté, la simplicité, la précision et la rigueur sont des vertus attendues par tous les correcteurs. La correction dématérialisée
réalisé, c'est vrai que c'était cette première année où on faisait scanner nos copies, c'est très bien déroulé et il faut noter que très peu de problèmes de numérisation, tous très vite résolus par le service compétent. Donc ça, c'est positif. Mais je suis un peu déçu, je vous avoue, du rapport. Je pensais qu'il allait aller un peu plus en profondeur. Et donc là, si on s'intéresse au problème, ce problème a été abordé avec des fortunes diverses, surtout dans les premières questions où, comme dans l'exercice 3, la recherche de primitive a posé problème à beaucoup de candidats. Et c'est vrai qu'en fait, si on n'avait pas la recherche de la primitive, en fait, on n'avait pas notre fonction de répartition G, on n'avait pas le paramètre de Y, donc on ne pouvait pas calculer le biais ou le risque quadratique. Et après, c'était très compliqué parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, sans ça, on ne sait pas le paramètre de la loi exponentielle, donc on ne peut pas connaître la variance et l'espérance. Donc en fait, c'est vrai qu'ici, tout le sujet était tourné là-dessus. Et en sachant qu'en plus, à cette épreuve de l'EDEC, ils n'ont même pas donné la fonction de répartition, donc là, hyper discriminant, et je comprends un peu pourquoi maintenant ils disent que le niveau est très hétérogène, et ici, pourquoi ils disent que cette fonction de répartition, elle a posé pas mal de problèmes. En tout cas, la lecture des rapports de jury, c'est un très bon élément, la lecture des bonnes copies aussi. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à aller sur le site de Mister Prépa, de lire directement les bonnes copies qui sont présentes, de vous entraîner à faire des annales de maths et ne pas hésiter à aller voir les autres formats dédiés qu'on a fait pour avoir la note maximale en mathématiques. C'était Dorian de Mister Prépa. Ah, j'ai oublié, on a aussi interrogé des correcteurs. Bref, une playlist dédiée va s'afficher concernant les mathématiques et je vous dis à très vite.